Bien, une chose est sûre, c'est que si l'on observe l'évolution des politiques d'enseignement dans les pays européens, et ce depuis une vingtaine d'années maintenant, force est de constater que ces politiques éducatives, malgré les particularités historiques des systèmes d'enseignement de chacun de nos pays, ces politiques d'enseignement tendent à converger très très fortement depuis une vingtaine d'années. Je voudrais, sans entrer pour l'instant dans le détail des mécanismes qui sont responsables de cette convergence et que Raphaël a déjà un petit peu évoqué, je voudrais commencer par vous montrer quels sont les éléments, les axes de cette convergence des politiques d'enseignement. Le premier, c'est l'abandon progressif des systèmes d'éducation gérés centralement par l'État au profit de réseaux d'établissements scolaires beaucoup plus autonomes, mais également en situation de plus forte concurrence mutuelle. Un petit peu partout, et c'est un des points qui est relevé par le service d'études européen sur les systèmes éducatifs, le service Eurydice, un peu partout en Europe, on abandonne la gestion centralisée des systèmes d'enseignement au profit d'une décentralisation, d'une dérégulation des systèmes d'enseignement. Deuxième tendance convergente, c'est une certaine forme de dérégulation au niveau des contenus enseignés, des programmes. On constate que, surtout depuis une dizaine d'années maintenant, les programmes d'enseignement dans les pays européens, mais on peut dire plus généralement dans les pays industrialisés, ne sont plus formulés en termes de corpus intégré de savoir, de savoir-faire, d'attitude, de qualification, mais de plus en plus formulés en termes de compétences. Et de compétences dites souvent pluridisciplinaires ou transversales. J'y reviendrai assez longuement dans la suite. Troisième point de convergence, le définancement de l'enseignement. Alors que tout au long des années 50, 60, 70 et encore au début des années 80, on avait observé dans la plupart des pays industrialisés une croissance des dépenses publiques d'enseignement. En Europe, en moyenne, par exemple, on était passé de 3% du PIB au milieu des années 50 à près de 7% du PIB au milieu des années 80. Depuis lors, on est retombé d'une moyenne de 7% à une moyenne qui se situe un peu en dessous de 6% aujourd'hui. Et dans pas mal de pays, la chute a été plus forte encore. Par exemple, dans le pays d'où je viens, la Belgique, on est tombé de 7,2% du PIB consacré à l'enseignement à 5,3% aujourd'hui. Donc c'est une chute phénoménale, alors même que les effectifs scolarisés, le nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur en particulier, a continué d'exploser tout au long de ces années. Donc c'est une diminution en termes relatifs par rapport au PIB, mais aussi une diminution en termes relatifs par rapport au nombre, aux effectifs des systèmes éducatifs. Quatrième point de convergence, ce qu'on pourrait appeler l'évaluationnite, c'est-à-dire une maladie qui consiste à placer les systèmes d'enseignement, les établissements scolaires, les enseignants et les apprenants, les élèves, en permanence en situation d'évaluation. Au niveau, les systèmes éducatifs sont évalués maintenant depuis une dizaine d'années par une enquête internationale qui s'appelle l'enquête PISA, qui a été initiée par l'OCDE, ce groupe de pression dont Raphaël a parlé déjà. Mais parallèlement à ces enquêtes internationales qui servent un petit peu à mettre en compétition les systèmes éducatifs des pays les plus riches de la planète, les pays membres de l'OCDE, parallèlement à cela, on a l'introduction de toutes sortes de mécanismes d'évaluation qui sont propres à chaque pays, qui évaluent en permanence l'efficacité, le rendement en quelque sorte des systèmes d'enseignement, de chaque école, de chaque enseignant, qui sont ainsi mis en compétition entre eux et évalués dans cette compétition. Autre tendance convergente, peut-être plus anecdotique, quoiqu'elle joue un rôle assez important, on va le voir par la suite, c'est l'introduction en force des technologies de l'information et de la communication à l'école. L'entrée des ordinateurs, de l'Internet dans les salles de classe n'est pas totalement étrangère à l'évolution que je vais vous décrire par la suite. Autre tendance, c'est la privatisation, pas la privatisation de l'enseignement dans son ensemble, parce que toutes les parties de l'enseignement ne sont pas potentiellement génératrices de profit, mais certains créneaux
dans l'activité éducative sont depuis une quinzaine d'années maintenant en voie de privatisation. Prenons deux exemples extrêmes. En France, vous êtes les champions les champions européens, en tout cas, du soutien scolaire privatisés. Des sociétés comme Academia et autres jouent sur les taux d'échec scolaire très élevés en France pour créer là-bas un marché extrêmement lucratif. À l'autre extrême, on a la privatisation du marché de l'enseignement supérieur qui concerne surtout les pays en développement, les pays du tiers-monde qui aujourd'hui voient disparaître les universités publiques au profit d'universités franchisées, dépendantes très fortement des pays industrialisés, des États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, qui sont les champions en la matière. Et enfin, un autre phénomène qui n'est pas revendiqué comme tel dans les politiques éducatives, mais qui n'en est pas moins un élément important également de convergence des politiques d'enseignement, c'est la croissance, la recrudescence de la fracture sociale, de la polarisation sociale dans l'enseignement. C'est probablement un des résultats intéressants des enquêtes PISA. J'ai évoqué de façon critique ces enquêtes PISA, mais s'il est une leçon intéressante à en tirer, c'est que depuis une dizaine d'années, dans tous les pays industrialisés, ou dans pratiquement tous les pays industrialisés, on observe que l'écart entre les niveaux de performance des élèves issus des classes sociales les plus favorisées et les élèves issus des classes populaires, cet écart tend à s'accroître, je dirais, à s'accroître de nouveau, parce qu'on pourrait supposer qu'il l'avait décru jadis. On n'en est pas certain, parce qu'on manque un petit peu d'éléments statistiques pour en attester. Mais toujours est-il que depuis 10 ans, il est certain, en revanche, que la fracture sociale, la dualisation sociale de l'école est en recrudescence. L'ensemble de cette évolution n'est certainement pas le fruit du hasard. De là à dire qu'elle est simplement le résultat d'une espèce de volonté ou de complot émanant de la Commission européenne, c'est peut-être un petit peu court. Je pense, quant à moi, que au-dessus de la Commission européenne, au-dessus des lobbies patronaux qui eux-mêmes sont réellement actifs, comme l'a dit Raphaël, derrière cette Commission européenne, au-dessus, à la pointe extrême de la pyramide, il y a autre chose. Il y a un élément qui est peut-être moins sur lequel on ne peut pas mettre de nom, qui n'est pas identifiable sous le nom d'une personne ou de plusieurs personnes, mais c'est un système. C'est un système économique et social qui porte un nom, c'est le capitalisme. Et derrière les lobbies, derrière la Commission européenne, il y a un système qui évolue, qui change. Et je pense que c'est d'abord dans les changements de l'environnement économique et social au cours des 20-25 dernières années qu'il faut chercher la cause, en dernière analyse, des évolutions que je viens d'esquisser extrêmement brièvement. Ce mouvement, je l'appelle un mouvement de marchandisation de l'école. Le passage de l'ère de la massification de l'enseignement à l'ère de la marchandisation de l'enseignement. Alors je précise tout de suite que le mot marchandisation, il faut l'entendre ici dans un sens extrêmement large. Marchandisation signifie, bien sûr, je l'ai évoqué, la transformation d'un service public en marché. Dans ce sens-là, la marchandisation de l'enseignement participe à un mouvement beaucoup plus général qui touche l'ensemble des services publics, qui touche les transports en commun, les soins de santé, la poste. Tous ces secteurs publics sont en cours ou sont déjà très largement privatisés. Mais la marchandisation de l'enseignement, c'est aussi autre chose. C'est la deuxième acception du mot marchandisation dans ce contexte-ci, c'est l'utilisation de l'enseignement aux fins de stimuler certains marchés. Je pense en particulier au marché des technologies de l'information et de la communication. J'y reviendrai. Et troisièmement, et à mon sens, c'est l'aspect le plus important de cette marchandisation de l'école, c'est l'utilisation de l'enseignement aux fins de soutenir la compétitivité
des entreprises locales, nationales, des entreprises de notre continent européen, c'est-à-dire l'instrumentalisation de l'école au service de la compétition économique. Et c'est surtout de cet aspect-là que je voudrais vous entretenir ce soir. Pour bien comprendre le passage de l'ère de la massification de l'enseignement à l'ère de la marchandisation, je voudrais faire un petit retour en arrière et sans remonter au XIXe siècle, ça nous amènerait sans doute trop loin, simplement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les systèmes éducatifs dont nous avons hérité et qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui sont très largement hérités de issus de cette époque. Il n'est pas inintéressant de se rappeler quel était le contexte économique et social qui a vu l'émergence de cet enseignement de masse, surtout de l'enseignement secondaire de masse et de l'enseignement supérieur de masse que nous connaissons encore aujourd'hui. C'était un contexte qui était d'abord marqué par une très forte croissance économique. Dans les années 50, 60 et juste le début des années 70 encore, on connaissait des taux de croissance de l'ordre de 3, 4, 5% par an. Et surtout, on vivait dans la certitude fausse bien sûr, mais dans l'idée que cette croissance économique forte allait durer éternellement, que le capitalisme était entré dans une ère de prospérité de très très longue durée et que toutes les instances des appareils d'État, entre autres l'enseignement, allaient devoir s'adapter à cette croissance économique forte et durable. Le deuxième aspect de l'environnement économique de l'époque, c'est que parallèlement à cette croissance économique, on assiste à une croissance du volume de l'emploi salarié en particulier, croissance du volume de l'emploi qui a donné lieu à une féminisation de l'emploi, qui a donné lieu également à un appel important de main-d'œuvre immigrée, mais également une évolution de la structure de l'emploi dans laquelle on observe un glissement des emplois, on observait un glissement des emplois à faible niveau de qualification vers des emplois dont le niveau de formation, le niveau de qualification était de plus en plus élevé, qui nécessitait un niveau de formation de plus en plus élevé. Les secteurs qui étaient à l'époque en déclin sur le plan du nombre de travailleurs, pensez à l'agriculture, au charbonnage, aux carrières, tous ces secteurs-là étaient des secteurs qui utilisaient traditionnellement beaucoup de main-d'œuvre peu qualifiée. Alors que les secteurs émergents, les secteurs liés aux industries robotisées, à l'électronique, au développement des infrastructures portuaires, aéroportuaires, tout le secteur tertiaire également, le secteur de l'administration de l'État, ces secteurs qui étaient en pleine croissance dans les années 50, 60, 70, dans ce que les économistes appellent les 30 glorieuses, nécessitait un niveau de formation, un niveau de qualification de la main-d'œuvre sensiblement plus élevé. Et donc, on a assisté à un glissement dans la demande de travailleurs sur le marché du travail, un glissement d'emplois à faible niveau de qualification vers des emplois nécessitant un niveau de formation de plus en plus élevé. Et c'est bien sûr cet élément-là qui est la cause principale de cette massification de l'accès à l'enseignement secondaire d'abord, puis de l'accès à l'enseignement supérieur un peu plus tard, à partir des années 70 principalement. Et il y a un autre élément, il y a un dernier élément de l'environnement économique dont il faut se rappeler, c'est que la croissance économique permettait de soutenir une croissance parallèle des recettes fiscales, donc des moyens budgétaires de l'État, et il a semblé normal aux yeux de tous, y compris que ce soit aux yeux des organisations syndicales, des travailleurs, ou aux yeux des organisations patronales, il a semblé normal aux yeux de tout le monde à l'époque que la nécessaire massification de l'accès, de la participation à l'enseignement devait être non seulement financé, mais organisé très largement par l'État. C'est ainsi que nous avons vu se développer dans tous les pays industrialisés des services, des systèmes éducatifs très largement contrôlés, organisés et très largement financés également par l'État, avec la croissance des dépenses publiques d'éducation que j'ai déjà évoquée en Europe, de 3% à près de 7% du PIB en l'espace d'une trentaine d'années seulement. C'est la plus forte et la plus rapide croissance de dépenses publiques que l'on ait connue dans ce secteur depuis que les systèmes éducatifs en tout cas tel qu'on conçoit le concept de système éducatif aujourd'hui depuis que ces systèmes existent.
Et puis, bien sûr, les choses vont changer. Non, une parenthèse encore. Cette époque des années 50, 60, 70 et qui se prolonge un petit peu dans les années 80, certains auteurs l'appellent l'époque de la démocratisation de l'enseignement. Je préfère pour ma part parler de massification de l'enseignement parce que s'il est vrai que les enfants de toutes origines sociales ont pu accéder durant ces années à des niveaux d'instruction de plus en plus élevés et sensiblement plus élevés que ceux auxquels que pouvaient espérer atteindre leurs aînés, leurs parents, il n'est pas vrai en revanche que les écarts sociaux auraient décru pour autant. Tous se sont élevés dans la hiérarchie scolaire, mais le fossé entre le niveau de scolarisation, le niveau d'instruction des enfants des classes supérieures et celui des classes populaires n'a pas diminué pour autant. C'est-à-dire que les classes sociales qui jadis avaient 20% de leurs enfants qui arrivaient jusqu'au niveau des universités, eh bien à la fin des années 70, on a 80% des enfants de la même classe sociale qui vont à l'université. Et les autres sont passés de 5% à 10, 15, 20%. Mais les écarts relatifs n'ont pas diminué. Donc je pense qu'il est un petit peu abusif de parler de démocratisation de l'enseignement. Je pense qu'il est plus correct de parler de massification. Il y a eu une démocratisation de l'enseignement, mais elle est plus ancienne. Elle date des années 20, 30, dans un contexte qui est encore particulier, qu'on pourra peut-être l'évoquer dans le débat après si ça vous intéresse, mais ça m'amènerait un peu trop loin. Alors, nous arrivons dans les années 70 avec la crise pétrolière. Mais cette crise pétrolière, au début, dans un premier temps, les dirigeants économiques et les dirigeants politiques pensent et espèrent que ce sera une crise de courte durée, une crise conjoncturelle dont on va sortir assez rapidement. Et puis, petit à petit, on se rend compte que le capitalisme mondial entre petit à petit dans une ère de succession régulière de crises. Donc après la crise pétrolière, on a, attendez, je les avais notés ici, voilà, on a eu donc les crises pétrolières en 73-79, on a eu des crises financières locales ensuite dans les années début des années 90, en Europe, au Mexique, en Asie et en Russie. On a eu le dégonflement de la bulle Internet en 2000-2001. On a eu les crises financières de 2007-2008. Et enfin, aujourd'hui, on a la grande crise budgétaire et la crise de l'euro en Europe. On assiste à une accélération et à une amplification des crises qui se succèdent dans cette économie capitaliste mondialisée, globalisée. Et dans ce contexte-là, des voix commencent à s'élever à partir de la fin des années 80. Il faut attendre une dizaine d'années pour que les consciences changent. À partir de la fin des années 80, on entend s'élever des voix qui réclament une nouvelle politique éducative, qui commence à dire la politique d'enseignement, de massification, de démocratisation, comme on voudra, qu'on a mis en place dans les années 50, 60, 70, cette politique éducative n'est plus adaptée à l'enseignement, à l'environnement économique actuel. Alors, Raphaël a cité tout à l'heure la table ronde européenne des industriels. C'est en 1989 que cette table ronde européenne, qui est donc un lobby qui a ses locaux à une cinquantaine de mètres du siège de la Commission européenne à Bruxelles, c'est en 1989 que ce lobby publie son premier rapport consacré à l'éducation. Ils écrivent ceci, je cite: l'éducation et la formation sont des investissements stratégiques vitaux pour la réussite de l'entreprise européenne. Le développement technique et industriel des entreprises exige clairement une rénovation accélérée des systèmes d'enseignement et de leurs programmes. Alors, un peu plus loin, la table ronde poursuit en déplorant, je cite, que l'industrie n'a qu'une trop faible influence sur les programmes enseignés et que les enseignants ont une compréhension insuffisante de l'environnement économique, des affaires et de la notion de profit, et que ces enseignants ne comprennent pas les besoins de l'industrie. Voilà le cadre qui est posé en 89 par la table ronde européenne des industriels.
c'est eux qui vont, en Europe en tout cas, lancer le discours sur ce qu'ils appellent la rénovation des systèmes éducatifs. Parallèlement, on a d'autres organismes qui lancent le même type de discours aux États-Unis. On a également des organisations internationales qui sont plus officielles, comme l'OCDE, qui prennent très vite le relais de ce discours-là. Et tout au long des années 90, la Commission européenne, l'Union européenne va se mettre au diapason de ces discours. On va d'abord créer une espèce de ministère européen de l'éducation, la DG 22, la Direction générale à l'éducation, à la formation, à la jeunesse, dirigée, dont le premier commissaire à l'éducation sera, en tout cas celui qui va mettre en branle toute cette politique de rénovation des politiques éducatives européennes, sera la française Edith Cresson. Ensuite, on aura Viviane Reding dans les années 2000, et puis un Tchèque, et puis Madame Vassiliou, c'est ça? Oui, Vassiliou, qui est donc la Chypriote qui dirige cette commission, enfin cette DG22 aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que tout au long des années 90, petit à petit, la Commission européenne va publier un certain nombre de documents, de textes qui reprennent, où la Commission reprend à son compte le discours qui avait été distillé à partir de 1989 par cette table ronde européenne des industriels. Et à la fin des années 1990, on va avoir le célèbre sommet européen à Lisbonne, où la Commission européenne, ou plutôt l'Union européenne, parce que c'est pas seulement la Commission, c'est l'ensemble du Conseil des ministres européens qui approuve le texte suivant, où il est dit: l'Union européenne se trouve face à un formidable bouleversement induit par la mondialisation et les défis inhérents à une nouvelle économie fondée sur la connaissance. Les politiques d'éducation doivent aider l'Europe à devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. À partir de ce moment-là, les choses sont très claires. La vision des systèmes éducatifs, la vision de la politique éducative telle qu'elle est formulée dans les cénacles européens, mais aussi à l'OCDE et aussi au niveau de chacun des ministères des pays membres de l'Union européenne, c'est une vision étroitement instrumentale de l'éducation. L'éducation a comme première mission, disent-ils, d'aider à la compétition économique en Europe. Alors, revenons un instant sur ce qui est la caractéristique majeure de l'environnement économique actuel, c'est cette exacerbation de la crise économique, ces crises économiques récurrentes et mondialisées. Quel impact direct et indirect cet environnement a-t-il sur les attentes que ce système économique place dans le système d'enseignement ? Il y a d'abord des attentes qui sont un petit peu indirectes. Vous avez des investisseurs qui sont désespérément en quête de placements durablement rentables. Et parmi ces placements durablement rentables, les quelques 2500 milliards de dollars de dépenses mondiales d'éducation, eh bien, elles scintillent parfois comme un Eldorado extrêmement attrayant. Et à partir de 1994 à peu près, on voit se développer des initiatives visant à essayer d'accaparer ou de privatiser des parties de ces systèmes d'enseignement. Ils sont partis un petit peu dans toutes les directions et tout n'a pas réussi. Par exemple, parmi les pistes qui n'ont... Non, disons d'abord des pistes qui ont réussi. On a par exemple en Grande-Bretagne privatisé l'inspection scolaire, l'inspection pédagogique. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, à peu près 76% des écoles ne sont plus inspectées par des inspecteurs d'État, mais par des sociétés privées qui sont payées pour assurer l'inspection de ce que font les enseignants dans leur classe. On a vu, je l'ai déjà évoqué, se développer en France, mais aussi dans les pays du sud-est asiatique, en Corée, à Hong Kong. On a vu se développer le marché du soutien scolaire à domicile. Aujourd'hui, en Corée du Sud, par exemple, les dépenses privées des parents pour l'éducation de leurs enfants ont dépassé, depuis 3 ans maintenant, les dépenses publiques. Donc ce que les parents dépensent
chaque année pour assurer à leurs enfants des meilleurs cours de mathématiques, une meilleure formation professionnelle, dépassent les dépenses publiques d'enseignement. Et c'est une tendance qui est générale. Dans le monde entier, on assiste à une croissance des dépenses privées des parents, ou en tout cas de la part des dépenses privées des parents par rapport aux dépenses publiques. Dans les années 90, toujours, il y a eu des tentatives visant à capter le marché de la gestion d'établissements scolaires. Aux États-Unis, particulièrement, des sociétés comme Edison Schools ont proposé aux municipalités de ne plus devoir s'occuper de ce truc ennuyeux qu'est la gestion des établissements scolaires. Elles leur ont proposé, voilà, donnez-nous le budget que vous consacrez à l'éducation et nous vous promettons, nous nous faisons fort de gérer vos établissements scolaires avec plus d'efficacité que vous ne pouviez le faire. Et pas mal de municipalités américaines sont tombées dans ce panneau. Il y a quelques 600, on a Edison Schools en 99 gérait quelques 650 établissements scolaires aux États-Unis. Donc, elles recevaient les budgets et elles étaient ensuite libres d'embaucher ou de ne pas embaucher du personnel, d'entretenir ou de ne pas entretenir les bâtiments, d'acheter ou de ne pas acheter du matériel pédagogique. Seuls les contenus des programmes étaient encore imposés par les pouvoirs publics qui donc décidaient si on allait enseigner le créationnisme à côté de la théorie de l'évolution, mais tout le reste était du ressort de cette société privée qui gérait les établissements scolaires. Edison Schools s'est longtemps vanté d'obtenir des résultats meilleurs que les écoles publiques aux tests standardisés auxquels tous les étudiants américains doivent participer tous les 5 ou 6 mois. Et puis, le mythe s'est effondré parce qu'en 2004, une étude universitaire a montré qu'Edison Schools avait complètement falsifié toutes ses publications sur les résultats de ses élèves et qu'en fait, les performances moyennes des élèves d'Edison Schools n'étaient pas supérieures, mais même légèrement inférieures. Ensuite, ils ont eu de gros problèmes financiers et donc Edison Schools n'a jamais atteint son seuil de rentabilité. Et l'expérience est quasiment à l'arrêt aujourd'hui. Donc simplement pour vous dire qu'il y a eu des tentatives de privatisation de l'enseignement qui toutes n'ont pas réussi. On a parfois fait fausse... Enfin, les investisseurs ont parfois fait fausse route, ils se sont parfois leurrés sur la possibilité de privatiser. Mais il y a un secteur où ça n'a pas mal marché du tout, c'est le secteur de l'enseignement supérieur. En 80... Alors là, j'ai un trou de mémoire, c'était 97 ou 98, je ne suis plus certain, à l'occasion du sommet mondial de l'Organisation mondiale du commerce à Seattle. Vous vous souvenez peut-être de cet événement qui a été l'acte fondateur du mouvement altermondialiste parce qu'il y a eu de grosses manifestations à Seattle qui ont empêché le sommet de l'OMC d'avoir lieu. Mais en préparation de ce sommet, plusieurs commissions avaient planché sur les possibilités de libéraliser tel ou tel marché dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Et l'un de ces marchés était celui de l'enseignement supérieur, de l'enseignement universitaire. Et donc une commission, à la veille, ou quelques semaines ou quelques mois avant Seattle, une commission avait planché sur ce sujet. Et elle avait remis un rapport qui devait normalement être adopté par les négociateurs à Seattle, un rapport dans lequel elle formulait 4 recommandations pour permettre une libéralisation du marché de l'enseignement supérieur. Quelles étaient ces 4 recommandations? Première recommandation, la Commission disait qu'il faut remplacer les diplômes nationaux par des certificats modulaires de compétences transnationaux. C'est-à-dire faire en sorte que les clients, parce que dans le jargon de l'OMC, on ne parle pas d'étudiants, mais de clients, faire en sorte que les clients puissent facilement faire valider leurs compétences, que ce soit en fin de parcours ou durant leur parcours scolaire, faire valider ces compétences ou ces acquis lorsqu'elles passent d'un fournisseur de services à un autre, c'est-à-dire quand elles passent d'une université à une autre.
Deuxième condition, il fallait supprimer toutes les barrières administratives à la libre circulation des clients, c'est-à-dire à la libre circulation des étudiants, permettre aux étudiants de s'inscrire librement dans tel ou tel pays, dans les universités de tel ou tel pays. Troisième condition, il fallait harmoniser l'offre de cursus de formation universitaire, parce que tant que certains pays auront ou avaient des systèmes universitaires avec un premier cycle en 3 ans, un deuxième cycle en 2 ans, d'autres pays où c'était le contraire, d'autres pays encore où c'était 2 ans et 2 ans, il était extrêmement difficile pour les clients, les étudiants, de passer d'un fournisseur de services à un autre, d'une université à une autre. Et enfin, quatrième recommandation de la commission de l'OMC, mettre en place un système de contrôle de qualité transnational, de sorte que les clients puissent juger en connaissance de cause du rapport qualité-prix de l'offre d'enseignement des différents fournisseurs de services, donc des différentes universités. Seattle a capoté et puis la discussion a été remise sur la table quelques années plus tard lors d'un grand sommet de l'AGCS, l'accord général sur le commerce des services, qui lui a été négocié de façon beaucoup plus discrète que le sommet qui avait raté de l'OMC. Et à l'occasion de cette renégociation de l'AGCS, l'Europe était représentée là dans ces négociations par Pascal Lamy, négociateur européen. Et nous étions nombreux à être très inquiets parce que la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon et dans une moindre mesure les États-Unis et le Canada faisaient très fortement pression sur l'Europe pour qu'elle accepte une libéralisation complète du marché de l'enseignement supérieur. Et à notre grande surprise, à ma grande surprise en tout cas, à ma relative surprise, Pascal Lamy a opposé une fin de non-recevoir à toutes ces pressions-là. Il a dit « niet, pas question de libéraliser le marché de l'enseignement supérieur ». Et puis, 2 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas 2 ans plus tard. 2 ans plus tôt, qu'est-ce qui s'était passé? 2 ans plus tôt, on avait mis en place en Europe les accords de Bologne. Alors, les accords de Bologne, c'est un processus de création d'un espace d'enseignement supérieur européen. Et qu'est-ce qu'il y a dans les accords de Bologne? Il y a 4 choses. Première chose, c'est la création des ECTS, des certificats européens de compétences au niveau des universités, c'est-à-dire le remplacement progressif des diplômes nationaux par des certificats modulaires européens. C'est, deuxièmement, Bologne, c'est la libre circulation des étudiants dans les universités européennes. Troisièmement, Bologne, c'est ce que vous avez appelé en France le LMD, c'est-à-dire l'harmonisation de l'offre d'enseignement supérieur dans tous les pays européens. Et puis la 4e phase de Bologne, c'est celle qui est en cours aujourd'hui, c'est la mise en place d'un système de contrôle de qualité des universités européennes à l'échelle transnationale européenne. En d'autres mots, le processus de Bologne, qu'est-ce que c'est? C'est la réalisation point par point des 4 recommandations qui avaient été formulées par la commission de l'OMC pour mettre en place les conditions d'une libéralisation du marché de l'enseignement supérieur. Et quelques semaines après le niet de Pascal Lamy, j'avais été invité par la commission de la culture du Parlement européen à faire un exposé sur les menaces de marchandisation de l'enseignement en 7 minutes. Je peux aussi le faire en 7 minutes. Et en 7 minutes, donc, j'ai exposé mon point de vue. Après les 7 minutes, on a eu droit à un petit drink qui, lui, a duré 3 quarts d'heure. Et durant ce drink de 3 quarts d'heure, j'ai été trouver quelques parlementaires et j'ai discuté avec eux de la position que venait de prendre Pascal Lamy et je m'en suis réjoui et ils m'ont dit ceci. Mais ne vous faites pas d'illusions. La stratégie européenne, c'est pour l'instant mettre en place le processus de Bologne en Europe et dans 10 ans, alors ça c'est ce qu'on m'a dit il y a 8 ans, dans 10 ans, donc c'est dans 2 ans, nous serons prêts pour affronter, nous aurons après avoir réalisé le processus de Bologne, nous serons prêts pour affronter la compétition mondiale, cette fois, sur le plan de l'enseignement supérieur. En d'autres mots, il y a une stratégie qui est très claire. On crée d'abord l'espace européen pour supprimer toutes les universités qui ne sont pas compétitives, pour regrouper les petites universités en grandes entités ou pour les spécialiser dans des pôles technologiques particulièrement spécifiques où elles auront une position compétitive sur le marché mondial de l'enseignement supérieur. Et c'est ce mouvement-là qui est en place avec Bologne aujourd'hui et c'est tout à fait clair dans le discours au niveau de la Commission européenne. Bien, ça c'est
une première conséquence de l'environnement de crise, c'est cette volonté d'investisseurs de conquérir les marchés, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Bologne, c'est la préparation du marché mondial de l'enseignement supérieur. Je pourrais parler également du tiers-monde. J'ai déjà évoqué les universités franchisées en Amérique latine, dans le sud-est asiatique, mais ça nous amènerait un peu trop loin. Pour ceux que ça intéresse, on y reviendra dans le débat. Deuxième conséquence de l'environnement de crise, c'est que les investisseurs et surtout les producteurs, les industriels, font pression sur les États pour qu'ils permettent, pour que les politiques publiques favorisent le développement des marchés sur lesquels nos produits doivent être vendus et particulièrement le développement des marchés émergents. Alors, au cours des années 90, tout le monde croyait que le grand marché émergent allait être le marché, ou les marchés liés au développement des technologies de l'information et de la communication. On en est un petit peu revenu après l'éclatement de la bulle Internet, mais à l'époque, c'était vraiment la croyance dans laquelle on vivait dans les milieux économiques et dans les milieux politiques dirigeants, que ce soit en Europe ou dans chacun de nos pays, c'était de dire il faut absolument qu'on soit partie prenante dans ce développement du marché des technologies de l'information et de la communication. Et donc, en 95, attendez, l'année exacte m'échappe, je vais le retrouver, je crois que c'était 95 ou 96. 96. En 96, la Commission européenne publie un document intitulé « Apprendre dans la société de l'information ». Ce document est un document de 70-80 pages à peu près, dans lequel on nous vante les mérites pédagogiques et didactiques de l'utilisation de l'ordinateur dans les salles de classe. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Je ne dis pas que l'ordinateur, c'est pas bien dans les salles de classe. Moi, je m'en sers régulièrement. Je suis, par ailleurs, outre que j'écris des livres, je fais des conférences, que je m'occupe d'une association, je suis également encore professeur de physique et je me sers très souvent d'ordinateur et d'Internet dans mes cours de physique. Donc, je ne suis pas du tout un briseur de machines, mais quand la Commission européenne, en 96, publie ce document, ce sont vraiment 70-80 pages vantant tous les mérites pédagogiques et didactiques de l'ordinateur à l'école. Et on se dit, ça va, très bien, ça va peut-être mettre de la pression pour qu'on libère enfin des budgets pour ça. Et de fait, on a ensuite libéré pas mal de budgets pour équiper les écoles en ordinateur. Seulement, au moment où ce plan d'action est lancé, Édith Cresson se rend à Tours, la ville de Tours, pour y tenir un discours devant un parterre de 350 industriels, patrons, responsables d'entreprises actives dans le secteur du multimédia et des technologies de l'information et de la communication. Et elle leur dit ceci, je cite, « Le marché européen des technologies de l'information et de la communication, le marché européen demeure trop étroit, trop fragmenté. Le nombre trop faible des utilisateurs pénalise notre industrie. » Je vous rappelle que Mme Cresson était commissaire à l'éducation, elle n'était pas commissaire à l'industrie. Ça, c'était M. Bangemann à l'époque. C'est pourquoi, je poursuis la citation, c'est pourquoi il était indispensable de prendre un certain nombre de mesures pour l'aider, le marché, et le stimuler, le marché. C'est l'objectif, elle ne dit pas c'est l'un des objectifs, elle ne dit même pas c'est l'objectif principal, non, c'est l'objectif du plan d'action Apprendre dans la société de l'information dont s'est dotée la Commission en octobre 1996. Celui-ci a deux ambitions principales, aider les écoles à accéder au plus vite aux technologies de l'information et accélérer l'émergence et donner à notre marché la dimension dont notre industrie a besoin. En clair, on dit, si les écoles se mettent à utiliser les ordinateurs, ça va faire une très forte demande, pas seulement de matériel, mais aussi de logiciels. Et deuxièmement, ça va accélérer l'émergence du marché parce que en 2000, au sommet de Lisbonne, il y a un élément très intéressant qui est mis en avant comme argument supplémentaire, un chiffre, une statistique intéressante. On apprend dans ces documents que 48% des achats d'ordinateurs par les ménages, à l'époque, bon, aujourd'hui c'est plus comme ça, mais à l'époque, 48% des achats d'ordinateurs par les ménages en Europe se faisaient après qu'un enfant ait appris à utiliser l'ordinateur à la maison. En d'autres mots, il fallait absolument que les gamins
soient mis en contact avec les ordinateurs pour qu'en rentrant à la maison, ils disent « Papa, maman, on a été voir le site de la SNCF, on a appris à faire nos courses chez Carrefour sur Internet, c'est formidable, il faut absolument qu'on ait un ordinateur. » Et c'est à ce moment-là qu'un ménage sur deux a franchi le pas en disant « Bon, ben maintenant qu'il y a quelqu'un à la maison qui sait s'en servir, on va en acheter un aussi. » Et ça a très bien marché, ça a fonctionné. Et si vous regardez, c'est très amusant, si vous regardez les documents publiés depuis 2003-2004 par la Commission européenne sur l'éducation, soudain, l'importance de l'ordinateur comme outil pédagogique et didactique semble reléguée à l'arrière-plan. Pourquoi ? Mais parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'école pour stimuler le marché des technologies de l'information et de la communication. C'est entré dans les mœurs et l'école ne joue plus qu'un rôle tout à fait marginal, en tout cas sur ce créneau-là. Toute autre chose est la question de la formation de la main-d'œuvre. Là, on y reviendra alors aux technologies de l'information et de la communication et ce qu'on fait comme formation à ces technologies à l'école. Bien, je suis en train de prendre du retard, je me laisse aller, je vais accélérer un petit peu. Toujours sur ce deuxième axe de la marchandisation. Donc le premier axe, c'était privatisation, transformation de l'école en marché. Le deuxième axe, c'est utiliser l'école pour soutenir des marchés. J'ai évoqué les technologies de l'information et de la communication. On peut évoquer aussi l'entrée en force de tout le marketing pédagogique dans les écoles, la commercialisation de produits pédagogique. Pensez à Coca-Cola qui arrive dans les écoles avec des packages pédagogiques destinés à éduquer les enfants à... Qu'est-ce que c'était ? Coca-Cola, c'était la lutte contre l'obésité. Et non, je ne rigole pas, c'est tout à fait sérieux. Hein. Ils ont fait un package sur la lutte contre l'obésité. Danone, c'était le petit déjeuner santé. Bon, vous en avez d'autres, hein, des dizaines d'exemples comme ça. Et toujours vers le milieu des années 90, la Commission européenne, encore elle, s'est émue de voir qu'il y avait un fossé de plus en plus grand entre les législations nationales en matière d'interdiction de la présence, de toute présence commerciale dans les écoles, en tout cas face aux élèves, et puis les pratiques réelles qui étaient de plus en plus laxistes par rapport à ces législations, hein, où on utilisait de fait de plus en plus souvent des matériels sponsorisés par des firmes privées. Et la Commission européenne s'est dit, bon, ben, là, il y a un problème, et c'est vrai qu'il y avait un problème, il y a un problème, et elle s'est donc tournée vers des spécialistes pour résoudre ce problème, et qui est plus spécialiste qui sont les meilleurs spécialistes en matière d'études de l'impact de la publicité dans les écoles, ben c'est évidemment une société de publicité, GMV Conseil, une société de marketing qui a été chargée par la Commission européenne de faire un rapport sur l'état de la question. Et GMV Conseil a donc, je ne vais pas lire longuement le rapport, mais en gros, ils disent ceci. Avec des garde-fous, les pièges seront évités et des avantages se feront jour, avantages matériels pour des systèmes scolaires en manque chronique de moyens, mais aussi des avantages pédagogiques, puisque d'une part, la pénétration du marketing à l'école ouvre celle-ci au monde de l'entreprise et aux réalités de la vie de la société. La réalité de la vie de la société, c'est la publicité, et que c'est vrai en plus, et que d'autre part, elle permet d'éduquer les élèves aux questions de consommation en général et aux techniques publicitaires en particulier. Le rapport poursuit un peu plus loin. Pour permettre à l'école de retirer un bénéfice financier et pédagogique maximum des actions de marketing et empêcher les dérives à l'américaine, l'étude recommande de maintenir la pression sur les entreprises. Pourquoi ? Pour qu'elles continuent à créer des matériels de qualité selon les critères définis plus haut. D'intervenir auprès des autorités nationales de l'éducation afin que soient réactualisés les textes s'appliquant aux pratiques commerciales à la lumière de la multiplication des nouveaux médias. C'est à ce moment-là que dans plein de pays européens, en France notamment, on a révisé les lois qui jusque-là interdisaient toute forme de présence commerciale à l'école, et les ministres nationaux de l'éducation ont pu le faire d'autant plus facilement qu'ils disposaient d'un document estampillé Commission européenne, et même si en tout petit à la page 2 vous lisez la mention ceci n'est pas une publication officielle de la Commission européenne mais un rapport
fait à la demande de la Commission européenne par la société GMV Conseil et donc ne peut pas être interprété comme une directive, mais les ministres ne se sont pas privés de l'utiliser ou de le présenter au public comme si c'était une directive européenne et donc de se réfugier derrière. Comme quoi, parfois, il y a les directives européennes, puis parfois, il y a aussi, on se réfugie derrière des textes qui ne sont pas des directives pour mener une politique que, par ailleurs, on souhaite mener. J'en arrive au troisième axe de la marchandisation de l'enseignement le plus important. L'environnement de crise économique fait en sorte que les milieux industriels, les milieux économiques font pression sur l'État afin que les investissements de l'État, les dépenses de l'État, servent le mieux possible la compétitivité de nos entreprises nationales, la compétitivité des entreprises européennes si on se place au niveau de l'Europe. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il faut que l'école produise la main-d'œuvre adaptée à l'environnement économique actuel. Alors on pourrait s'imaginer que ça conduirait à plus d'investissement dans l'enseignement. On pourrait se dire, tiens, nous vivons dans la société de la connaissance, dans l'économie de la connaissance, et si on demande aux gens comment vont évoluer les marchés du travail, on va se dire, il va y avoir besoin de plus en plus de travailleurs qualifiés, et puisqu'on a besoin de travailleurs très hautement qualifiés pour répondre aux besoins de l'économie, on va donc logiquement investir dans l'éducation. Oui, mais il y a un autre problème, et c'est la quatrième conséquence de l'environnement de crise économique, c'est que dans cet environnement de crise, il y a aussi une très forte pression exercée par les mêmes milieux économiques sur l'État toujours, mais cette fois pour qu'il diminue la pression fiscale. Diminuer la pression fiscale afin, là encore, d'attirer des investisseurs, afin d'attirer des personnes à haut revenu, afin d'attirer des entreprises. Donc, diminution de la pression fiscale sur les hauts revenus, diminution de la pression fiscale sur le capital, diminution de la pression fiscale sur les revenus des entreprises. Mais qui dit diminution de la pression fiscale dit aussi diminution des moyens de l'État. Et là, on a, au moins en apparence, une contradiction. Comment va-t-on faire mieux en termes de politique d'enseignement, mieux entre guillemets, mieux au sens d'une meilleure production de main-d'œuvre adaptée aux besoins de l'économie, avec des moyens budgétaires qui, eux, sont soit en diminution ou en tout cas qui ne peuvent plus continuer de croître comme ils ont augmenté au cours des années 50, 60, 70 et au début des années 80. La résolution de cette contradiction, elle va venir de la prise en compte fine des demandes et de l'évolution du marché du travail. La mise en adéquation de l'école avec les besoins de l'économie ne va plus être, comme dans les années 50, 60, 70, une mise en adéquation quantitative, mais une adaptation qualitative, c'est-à-dire une adaptation des contenus enseignés, une adaptation des structures du système d'enseignement, même parfois une adaptation des méthodes pédagogiques utilisées ou recommandées dans l'enseignement. Alors ça nécessite une analyse plus fine et cette analyse doit commencer par l'étude de cette évolution du marché du travail. J'ai déjà évoqué il y a un instant le concept de société de la connaissance. Lorsque vous demandez autour de vous, et peut-être si vous vous demandez à vous-même, ce que signifie la société ou l'économie de la connaissance concernant l'évolution du marché du travail, la réponse que vous entendrez très probablement, c'est que nous vivons dans une société où demain, il n'y aura plus d'emploi que pour ceux qui ont un haut niveau de qualification, un haut niveau de formation. C'est en tout cas l'idée qui est très largement répandue et que beaucoup de gens partagent. Or, paradoxalement, si vous regardez l'évolution réelle du marché du travail dans les pays industrialisés, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Quand vous regardez l'évolution du marché du travail, prenons le cas de la France par exemple. Depuis le début du XXe siècle, jusqu'à peu près, non pas à peu près, jusque très exactement 1994, on a une diminution constante de la part de l'emploi non qualifié. Constante. Ça commence ça commence pas avant le XXe siècle. Hein. Au XIXe siècle, on avait le contraire. Au XIXe siècle, on avait une augmentation de l'emploi non qualifié parce que l'industrialisation au XIXe siècle n'a pas créé de l'emploi qualifié, elle a détruit l'emploi qualifié et l'a remplacé par du travail non qualifié dans les usines mécanisées, hein, avec le machinisme à l'époque. Mais à partir du XXe siècle, les nouvelles industries et les nouvelles technologies qui se mettent en place à ce moment-là commencent à réclamer plus de main-d'œuvre qualifiée et la part de l'emploi non qualifié décroît petit à petit. Aussi
en lien, bien sûr, avec la diminution de l'emploi dans le secteur agricole. Cette diminution continue jusqu'en 1994, et depuis 1994, la part de l'emploi non qualifié est de nouveau en train d'augmenter en France. Et pas un petit peu, ce sont à peu près 1 million d'emplois non qualifiés qui sont venus s'ajouter sur le marché du travail en France depuis le milieu des années 90. On observe la même évolution dans la quasi-totalité des pays industrialisés. Partout, en tout cas, où des statistiques sont disponibles, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas d'appareil statistique assez fin pour pouvoir le mesurer, mais partout où des statistiques sont disponibles, on observe à peu près le même genre d'évolution. C'est ce que les chercheurs, les économistes américains appellent ça une polarisation du marché du travail en Mac Jobs et Mac Jobs. Mac, M-A-C, Jobs, et Mac Jobs, M-C Jobs. Les Mac Jobs, M-A-C, c'est les emplois liés aux technologies de pointe, d'où Mac, Macintosh, Apple, et les MC, Mac Jobs, ce sont les emplois à faible niveau de qualification dans le secteur des services, comme dans le McDonald's. Les Américains ont un appareil statistique qui est très très bien fait à cet égard. Le Monthly Labor Review, c'est une revue théorique publiée par le département fédéral américain de l'emploi. Le Monthly Labor Review publie tous les 2 ans une étude sur l'évolution de la composition des emplois aux États-Unis en termes de niveau de formation, de niveau de qualification. Attention, quand je parle de niveau de qualification, il faut bien entendre que ce sont les niveaux de qualification requis, pas le niveau de qualification réel des travailleurs. Quand je dis qu'en France, depuis 1994, les niveaux de qualification, enfin les emplois non qualifiés sont en augmentation, ces emplois non qualifiés sont très souvent occupés par des travailleurs qualifiés. Mais ce qui augmente, ce n'est pas le nombre de travailleurs non qualifiés. Ce qui augmente, c'est le nombre de travailleurs pour lesquels on n'a pas besoin de qualification. Ce n'est pas la même chose. Bien, je reviens à ma statistique du Monthly Labor Review. J'ai ici la liste des 30 emplois qui, au cours de la dernière décennie, ont connu la plus forte croissance aux États-Unis. Numéro 1, sans surprise, restauration et fast-food. 673 000 nouveaux emplois en 10 ans. Je ne vais pas tous vous les lire parce que ce serait trop long, mais sur les 30 emplois, il y en a 5 qui sont des emplois nécessitant un très haut niveau de formation. 5 sur 30. Ce sont des emplois d'analystes informaticiens, ingénieurs système, enseignants du post-secondaire, donc l'enseignement supérieur, informaticien développeur, il y en a encore un autre qui m'échappe, mais bon, peu importe. 5 sur les 30. Il y en a 2 qui sont des emplois à niveau de qualification intermédiaire. Ce sont les instituteurs et les infirmiers-infirmières. Et tous les autres, ou presque tous les autres, il y a une petite nuance, je vais l'expliquer dans un moment, sont qualifiés dans ce document en anglais, Short Term On-the-Job Training. Traduction, formation de courte durée sur le tas. Par formation de courte durée sur le tas, il faut entendre, et c'est le Monthly Labor Review qui le définit ainsi, formation de courte durée sur le tas, c'est une formation de, tenez-vous bien, maximum 48 heures. 48 heures de formation pour être productif et employable sur le marché du travail. Attention, ce n'est pas 48 heures de formation à la sortie du berceau, c'est 48 heures de formation à la sortie de l'enseignement obligatoire qui est de 12 années aux États-Unis. Ce n'est pas sans importance, on y reviendra. Alors, il y a une petite nuance, c'est que sur les donc 30 moins 5 moins 2, il en reste, je suis prof de maths, je ne sais pas calculer, sur ceux qui restent, il y en a quand même encore 2 qui sont des middle term on the job training. Formation de moyenne durée sur le tas. Là, c'est 2 mois de formation. Ce sont les conducteurs de camions et je ne sais plus quel est l'autre. Alors, donc, à peu près 2 tiers sont des short term on the job. Formation de courte durée sur le tas. Restauration et fast-food. Accueil client. Vendeur au détail. J'ai trouvé le middle term on the job training, c'est service informatique. Caissier. Employé général de bureau. On va s'arrêter un instant sur l'employé général de bureau. Vous savez ce que c'est un employé général de bureau? Les Américains appellent ça un clerc de bureau. Un employé général de bureau, c'est un monsieur qui, à son bureau, a un ordinateur, un téléphone. Sur son ordinateur, il a probablement un traitement de texte,
un tableur qu'on lui a préparé, mais dans lequel il doit pouvoir introduire quelques chiffres dans un tableau qui a été préparé pour lui. Il a une boîte mail. Il doit pouvoir réceptionner des mails, les transmettre à qui de droit dans l'entreprise, éventuellement répondre à des mails de moindre importance lui-même en faisant le moins possible de fautes d'orthographe. Il a un téléphone. Et à ce téléphone, il doit pouvoir dire un instant, je vous passe monsieur Untel ou madame Untel. Wait a moment, please, I give you Mister. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez le type d'emploi, et là j'ouvre des guillemets cette fois, non qualifiés dont il s'agit ici. Les emplois non qualifiés, les nouveaux emplois non qualifiés qui émergent dans cette société dite de la connaissance ne sont plus du tout les mêmes emplois non qualifiés que les emplois non qualifiés qui ont disparu dans les années 50-60, qui étaient des employés des emplois de travailleurs dans les carrières, dans les charbonnages. Ces nouveaux emplois non qualifiés font appel à toute une kyrielle le mot va être lâché enfin, de compétences. Un grand nombre de compétences, mais des compétences de très bas niveau, mais très variées, très diversifiées, et qui changent d'ailleurs au cours de la carrière. Il faut pouvoir passer d'une compétence à l'autre. Donc, on voit poindre là cet élément de flexibilité, d'adaptabilité qui va être crucial. Et quand on parle de société de la connaissance, c'est bien plus cela, cette flexibilité, cette adaptabilité qui est visée que une espèce de mythique très haut niveau de formation qui serait requis par tous. Continuons la liste. Serveur, serveuse, aide-soignant, agent de sécurité. Je suppose qu'aux États-Unis, on apprend en moins de 48 heures à se servir d'un revolver, où on sait déjà, à 18 ans, c'est une compétence universellement partagée à l'âge de 18 ans. Aide-soignant à domicile, manœuvre, tiens. Manœuvre, c'est le numéro 12 dans la liste. C'est le premier emploi non qualifié traditionnel, vieux style, d'accord? Tous les autres, c'est des emplois non qualifiés dans le secteur des services. Ceci est le premier emploi non qualifié dans le secteur industriel. Travailleurs d'entreprise de jardinage. Et alors, les intraduisibles food counters. Littéralement, les compteurs de nourriture. Vous savez ce que c'est, les compteurs de nourriture? Ce sont les remplisseurs de distributeurs automatiques de canettes de coca, de pizza, de sandwich avec une date de péremption à 5 ans. 200... Vous rigolez, ça existe vraiment. Hein, les sandwichs avec une date de péremption de 5 ans, c'est une société américaine qui a acheté, je fais une parenthèse, mais c'est parce que vous rigolez que je fais la parenthèse. C'est une société américaine, non, et puis c'est pas sans intérêt pour comprendre le type d'emploi. Une société américaine a racheté à l'armée américaine un brevet pour l'emballage sous vide de sandwich, je ne sais pas à quoi, au poulet ou quoi, avec des dates de péremption à 5 ans. 5 ans, c'est extraordinaire. Je suppose que l'armée américaine a mis ça au point pour les soldats perdus dans les déserts de Libye et qu'il faut ramener. Mais essayez de penser au type de travail du remplisseur de distributeur automatique des canettes de coca. Avant le brevet en question, en quoi consistait son travail? Il ouvre la porte, il prend une rangée de sandwichs, il va chercher les sandwichs qui sont au fond, il les compte. 4. Il sait qu'il peut mettre 12 sandwichs dans la rangée, donc il doit faire 12 moins 4, 8. Il prend 8 sandwichs frais, il les met au fond, il reprend les 4 qu'il a dû sortir et déposer quelque part, je ne sais pas où, et les remettre devant. Pourquoi? Parce qu'il faut que les plus vieux soient devant. D'accord? C'est LIFO, FIFO, je ne sais plus. Bon. Maintenant, avec des sandwichs avec une date de péremption à 5 ans, le travail change. Il ouvre la porte. Il laisse les sandwichs au fond, il prend des sandwichs frais, il remplit, il ne doit même pas compter quand c'est plein, parce qu'on se dit qu'en 5 ans, ce serait bien le diable qu'on ne viderait pas une fois la rangée de sandwichs entièrement. Augmentation, en d'autres mots, du rythme de travail, augmentation du rythme de productivité. D'accord? Bien, je ferme la parenthèse sur le food counters. 258 000 nouveaux emplois aux États-Unis en 10 ans. Et alors les conducteurs de camionnettes et les emballeurs. L'évolution du marché du travail que l'on appelle trompeusement économie de la connaissance, ou que l'on camoufle traîtreusement sous le vocable d'économie de la connaissance, est en réalité
un marché du travail qui est en voie de polarisation et de dualisation. Vous avez remarqué que 5 emplois sur les 30 sont des emplois à très haut niveau de formation, très haut niveau de qualification. On a des bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7. C'est énorme, 5 sur 30 à très haut niveau de qualification. Mais à l'autre extrême, vous en avez 20 sur 30 qui sont des emplois à très faible niveau de qualification. Mais, donc ça, c'est la polarisation. Mais ces très faibles niveaux de qualification, je l'ai déjà dit, font appel à une multitude de compétences et font appel à un très grand degré d'adaptabilité, de flexibilité. Et tous ces éléments, ensemble, vont permettre de comprendre la redéfinition des attentes de l'économie vis-à-vis du système éducatif. Alors, on va voir ça en détail. Première conséquence, puisque le marché du travail n'est plus du tout en train de connaître une élévation générale des niveaux de formation requis, mais une polarisation des niveaux de formation requis, mais on peut abandonner complètement les rêves de démocratisation de l'enseignement des années 50, 60, 70, et on peut au contraire se satisfaire d'une polarisation parallèle des systèmes éducatifs. La dualisation sociale que l'on a observée, que l'on observe depuis 10-15 ans dans tous les systèmes éducatifs, ce n'est pas un dysfonctionnement accidentel des systèmes d'enseignement dans la société capitaliste, c'est bel et bien la mise en adéquation de cet enseignement avec les attentes de l'environnement économique. Alors, je ne brode pas maintenant sur les mécanismes, mais force est tout de même de constater qu'il y a des citations qui sont inquiétantes. Jusqu'à il y a quelques années, quand je disais il y a des gens qui sciemment travaillent à la polarisation de l'enseignement parce qu'ils savent que le marché du travail va dans ce sens, on me disait oui mais enfin vous exagérez, il n'y a personne qui va vraiment vouloir que l'enseignement fonctionne mal parce qu'on a un marché du travail dualisé, polarisé. Et force était de reconnaître que je n'avais pas de preuves. Et puis grâce à vous, je veux dire grâce à la France, nous en avons deux maintenant, enfin une grâce à vous et l'autre grâce à d'autres gens que vous allez découvrir. Nous en avons deux de preuves. La première preuve, elle vient de M. Claude Tello. Attendez, je regarde mes notes parce que je ne sais plus où je vais trouver cette citation. Citation C6. Alors C, c'est là. 6. C6. Oui, il faudrait qu'un jour je prenne la décision de remettre toutes les citations dans un seul fichier, mais je n'ai pas. Donc elles sont là éparpillées dans des documents divers. Claude Tello, dans son rapport sur l'école qu'il avait fait, je pense, pour Jacques Chirac, écrit ceci. La part des emplois peu qualifiés ou requérant seulement une qualification d'ordre comportemental ou relationnel demeurera considérable dans l'avenir. C'est un euphémisme. Certains domaines d'activité, comme la vente, les services à la personne, etc., devraient donner, la vente, c'est entre autres les remplisseurs de distributeurs automatiques, devraient donner lieu à une création d'emplois importante. Et dans les métiers d'employés et d'ouvriers peu qualifiés, la destruction des emplois sera plus que compensée par la nécessité de remplacer les départs massifs à la retraite. Donc, Claude Tello commence par montrer qu'il connaît très bien les chiffres et les statistiques. Et puis, il conclut. Alors, écoutez bien. La notion de réussite scolaire pour tous ne doit donc pas prêter à malentendu. Elle ne veut pas dire que l'école devrait se proposer de faire que tous les élèves atteignent les qualifications scolaires les plus élevées. Ce serait une illusion pour les individus et une absurdité sociale puisque les qualifications scolaires ne seraient plus associées, même vaguement, à la structure des emplois. Claude Tello nous dit clairement, vous ne pouvez pas faire fonctionner votre système d'enseignement comme si tout le monde devait aller vers une formation qualifiée ou une formation de haut niveau, parce qu'alors qui travaillerait demain dans les emplois à faible niveau de qualification? Qui accepterait encore les salaires, la situation précaire dans les emplois à faible niveau de qualification? C'est ça qu'il nous dit. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, l'OCDE, qui n'a pas à prendre de gants du tout et qui peut dire les choses avec plus de clarté encore que M. Tello, écrit ceci. Tous n'embrasseront pas une carrière dans le dynamique secteur de la nouvelle économie. Tous les élèves n'embrasseront pas demain une carrière dans le dynamique secteur de la nouvelle économie. En fait, la plupart ne le feront pas. Ben oui, 2/3 ne le feront pas, c'est ce qu'on vient de voir. De sorte que les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. Les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin.
les cours de logique formelle qu'on m'a enseignés à l'université me permettent de reformuler cette dernière phrase en « les programmes scolaires doivent être conçus de sorte que certains, au moins, n'aillent pas trop loin ». D'accord ? C'est bien identique. La proposition est bien identique à celle de l'OCDE. Le monsieur de l'OCDE qui a écrit... Excusez-moi. Le monsieur de l'OCDE qui a écrit ce texte, si ça tombe, il travaille à Paris, puisque le siège de l'OCDE se trouve à Paris. Il travaille à Paris et il a peut-être des enfants. Et quand il cherche à placer ses enfants dans une école, j'imagine que, comme la plupart des gens de son niveau d'instruction, de formation et de salaire, il va voir du côté de la rive gauche, près de la Sorbonne, il y a un lycée, là, Henri IV, j'imagine qu'il se dit, je vais les mettre là parce que ça leur permettra d'aller le plus loin possible. Et puis, il retourne à son bureau de l'OCDE, qui se trouve pas très loin, là-bas, de l'autre côté de la montagne Sainte-Geneviève, et il écrit... Les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. Mes enfants, je voudrais qu'ils aillent loin, mais je ne veux surtout pas que tous aillent loin, parce que si tous vont loin, comment mes enfants à moi vont-ils justifier que leur salaire à eux sera 10, 15, 30, 50, 100, 150, 200, 300% plus élevé que celui de ceux qui occuperont les emplois à faible niveau de qualification et dont notre économie a tout de même un si grand besoin. D'accord ? Le cynisme est là, il est complet. Premier point. Donc, première conséquence de l'évolution du marché du travail et dans le contexte de crise, dans le contexte de la contradiction qu'on a évoquée, première conséquence, on peut se satisfaire, et c'est un euphémisme, on peut se satisfaire d'un abandon des objectifs de démocratisation de l'enseignement qui avaient été formulés dans l'époque précédente, dans les années 50, 60, 70. Deuxième conséquence, la nature même de la formation à donner à ceux qui occuperont pour les uns ces emplois à très haut niveau de formation et pour les autres des emplois à très faible niveau de formation pose un problème aussi. Les gamins vont ensemble à l'école primaire, ils vont ensemble dans les premières années d'enseignement secondaire. En France, c'est jusqu'à l'âge de 15 ans. Dans les pays scandinaves, c'est jusqu'à 16 ans. En Belgique, c'est jusqu'à 12-13 ans. En Allemagne, c'est seulement jusqu'à 10 ans. Bien, mais partout, il y a un tronc commun, un tronc de formation commune. Qu'est-ce qu'il faut apprendre aux uns et aux autres qui occuperont des emplois tellement diversifiés sur le marché du travail demain? Et la réponse, c'est adaptabilité et flexibilité. Si vous lisez les textes européens, les textes de l'OCDE sur l'enseignement, à toutes les pages, les mots flexibilité, adaptabilité reviennent 10, 15, 20 fois. Et pourquoi? Mais parce que nous sommes dans un environnement économique qui est particulièrement instable en raison de la crise économique, mais aussi très instable en raison de l'accélération de l'innovation technologique, qui elle-même cette accélération se trouve renforcée par la crise, parce que l'innovation technologique est aussi un moyen de mener la guerre concurrentielle pour augmenter la productivité ou pour créer de nouveaux marchés. Pensez à toutes les innovations. Je vois quelqu'un qui est plongé dans son téléphone portable là-bas, mais tous les 6 mois, on nous propose de nouvelles innovations sur ces téléphones portables, comme si c'était un besoin absolu, mais c'est une façon de créer en permanence de nouveaux marchés grâce à l'innovation technologique. Mais tout ça rend l'environnement du marché, l'environnement industriel, les rapports techniques de production de plus en plus imprévisibles. Il est pratiquement impossible de savoir aujourd'hui quels seront les savoirs, les savoir-faire requis sur le marché du travail dans 5 ans et certainement dans 10 ans. En d'autres mots, et nous allons laisser la parole à un expert, est-ce qu'on peut féminiser un expert, une experte? Attendez, la pile A, c'est celle-là. Madame Édith Cresson, qui, dès 1998, écrivait « Le savoir est devenu... » Non, pas écrivait, disait dans un discours « Le savoir est devenu, dans nos sociétés et nos économies en évolution rapide, un produit périssable. Ce que nous apprenons aujourd'hui sera dépassé, voire superflu demain. » Mais alors, si c'est plus le savoir, c'est quoi? C'est... Non, ça c'est A. Ça y est, je suis perdu. Excusez-moi. Voilà. Non. Je suis perdu. Voilà, je l'ai. Il faudra vraiment que je mette de l'ordre.
puisque ce ne sont plus les savoirs qui sont importants, puisque ce n'est plus les savoirs qu'il faut enseigner à l'école, c'est quoi? Ce sont les compétences. Pour quelles raisons, demande l'OCDE, les compétences, qui sont finalement assez classiques, se retrouvent-elles aujourd'hui sur le devant de la scène éducative? Réponse de l'OCDE toujours, c'est parce que les employeurs ont reconnu en elles des facteurs clés de dynamisme et de flexibilité. Une force de travail dotée de ces compétences est à même de s'adapter continuellement à la demande et à des moyens de production en constante évolution. Fin de citation. En France, comme en Belgique, comme en Suisse, comme au Maroc, comme en Algérie, comme en Mauritanie, comme au Tchad, comme à Madagascar, on est en train d'introduire ce qu'on appelle la pédagogie de l'approche par les compétences. Tout l'enseignement des pays francophones se plie à cette nouvelle doctrine pédagogique qu'on appelle l'approche par les compétences. Dans les pays anglo-saxons, ça prend des noms et des formes un petit peu différentes, mais finalement le résultat est le même. C'est la mise en avant des compétences plutôt que des savoirs, plutôt que des connaissances. Et la raison, elle nous est donnée par la citation que je viens de vous lire, c'est assurer l'adaptabilité, la flexibilité de la main-d'œuvre, qui sont aujourd'hui beaucoup plus importants aux yeux des dirigeants économiques que l'accumulation de connaissances, l'accumulation de savoir qui était le propre de l'école ancienne, de l'école traditionnelle, celle qu'on a massifiée dans les années 50, 60, 70. Mais quelles compétences? Alors, diverses organisations internationales comme la Commission européenne, l'OCDE, se sont penchées sur cette question. Et on a finalement établi une liste des compétences de base que je vais vous retrouver dans un tout petit instant. C27. La voici. C'est pas ça. C19. C'est ça. Voilà. Les connaissances, dit Euridis, le service européen de l'éducation, évoluent à un rythme tel que les écoles sont contraintes de se borner à doter les élèves des bases qui leur permettront de développer par eux-mêmes leurs connaissances dans les domaines qui les intéressent. Remarquez la belle formule qui les intéresse, ce n'est pas évidemment les domaines qui les intéressent eux, c'est les domaines qui intéresseront leurs futurs employeurs. Parce qu'il est en effet impossible de tout leur enseigner dans un monde où la somme de connaissances et d'informations augmente de manière exponentielle. Ça, c'est un vieil argument que je n'ai jamais compris. Claude Allègre le sortait déjà de son temps. Plus le volume des connaissances augmente, et c'est vrai qu'il augmente de façon exponentielle, il est multiplié par 2 tous les 7 ans, hein, l'augmentation des connaissances est telle que, nous disent ces auteurs, bien, puisqu'il y a trop de connaissances, il faut en enseigner moins. Moi, je ne comprends pas très bien où est la logique. Mais toujours est-il que, puisqu'on ne doit plus enseigner des connaissances, et puisque l'école doit se borner, je reprends la citation, se borner à doter les élèves des compétences de base, il s'agit d'établir la liste de ces compétences de base. Et voici donc la liste établie par la Commission européenne. J'aurais pu prendre celle de l'OCDE parce qu'elle est quasiment identique. La classification est un peu différente, mais le contenu est identique. Je vais vous les lire et je voudrais que vous gardiez en tête l'un de ces emplois à faible niveau de qualification qu'on évoquait tout à l'heure. Prenez par exemple le monsieur qui, tout à l'heure dans le train, dès que j'étais installé, m'a annoncé que le bar était ouvert en voiture 7, je crois, ou 4, 7. Non, 4. Il doit pouvoir, et il le fait très bien, communiquer dans sa langue maternelle. C'est la première compétence. Communication dans la langue maternelle. Remarquez qu'on n'apprend plus aujourd'hui, il n'y a plus de cours de langue ni de littérature, ce sont des cours de communication dans sa langue maternelle. C'est bien cela que le marché du travail réclame de tous. L'employé général de bureau, à son téléphone, il doit pouvoir communiquer dans sa langue maternelle. Il faut aussi, deuxième compétence, un peu de capacité, de compétence de communication dans une ou plusieurs langues étrangères. The bar is open in coach 7. Der bar ist geöffnet in Fahrzeug 7. The bar is open in Rijtuig 7. Je ne peux pas vous le dire en espagnol, mais j'en ai oublié une que je peux parler, mais ça, vous ne la comprendriez pas, c'est le luxembourgeois. Culture mathématique et compétences de base en sciences et technologies. La prochaine fois que vous prendrez le TGV, jetez un coup d'œil derrière le bar du TGV. 5 lecteurs de cartes différents.
4 systèmes de chauffe différents. Micro-ondes, mixte, four normal, et puis le 4e, je ne sais plus ce que c'est. Un système pour glisser des toasts qui ressortent. Et puis surtout, jeter un coup d'œil vraiment dans le coin de la voiture. Il y a un tableau électrique très particulier avec à côté une fiche mode d'emploi. La fiche mode d'emploi dit au monsieur qui travaille dans le bar du TGV ce qu'il doit faire après une coupure de courant. S'il y a une coupure de courant, il ne peut pas simplement rebrancher le courant. Il faut qu'il suive une procédure très particulière pour éviter que les 5 lecteurs de cartes et les systèmes de chauffe n'explosent ou ne brûlent ou ne se détériorent. Donc il a toute une procédure très particulière de contrôle, voir si la tension est bien bonne, etc., avant de pouvoir rebrancher ses appareils. Mais c'est ça, culture, mathématiques et compétences de base en sciences et technologie. Culture numérique. Culture numérique, ça veut dire savoir se servir d'une interface écran, clavier, souris, comprendre que lorsqu'on vous dit glisser l'icône dans la corbeille, il ne faut pas prendre le portrait du président et le mettre dans la poubelle. Il faut l'icône sur le... Apprendre à apprendre. Le jour où on lui installe un 6e lecteur de carte bancaire, il ne faut pas qu'il dise « Patron, il me faut une journée de formation pour m'en servir ». Non, il faut qu'en quelques clics, il comprenne par lui-même comment s'en servir et ce qu'il pourra faire avec. Compétences interpersonnelles, interculturelles, compétences sociales et civiques et sensibilité culturelle. Vous l'avez compris, la voiture bar, elle est placée entre les voitures de première classe et les voitures de deuxième classe. Il faut un minimum de flexibilité sociale, civique et culturelle pour pouvoir faire la conversation avec des gens aussi variés, aussi divers, qui les uns viennent noyer la chute de leurs actions en bourse et les autres fêter le succès de leur équipe de foot préférée. Esprit d'entreprise. Celle-là, j'ai eu du mal à la comprendre. Et puis, un jour, en descendant du train à Bruxelles, le travailleur au comptoir du bar descendait derrière moi, devant moi, et il trouvait son collègue qui lui montait dans le train, et il lui dit « Oh, aujourd'hui, j'ai fait le 15h32, c'était pas terrible, mais demain, le 17h28, celui-là, il rapporte gros. » Et j'ai compris, ce que je n'avais pas compris jusque-là, que ces gens-là, ils ont probablement un salaire fixe, mais en plus, ils ont une part variable qui dépend de leur chiffre de vente. C'est ça, l'esprit d'entreprise. Et du coup, j'ai aussi compris pourquoi toutes les 5 minutes, il me rappelait que le bar était ouvert en voiture 4 ou 7. Voilà donc les compétences de base. Pourquoi ces compétences de base sont-elles essentielles, nous dit la Commission européenne? Parce qu'il y a en Europe 30 millions de travailleurs qui ne disposent même pas de ces compétences de base. Et ces 30 millions de travailleurs n'entrent donc même pas en ligne de compte pour l'occupation des emplois non qualifiés, qui sont aujourd'hui les emplois non qualifiés les plus nombreux, ou qui seront demain en tout cas les emplois non qualifiés les plus nombreux sur le marché du travail. Et la Commission européenne ne manque donc pas de dire... Si nous voulons que tout le monde accède à ces compétences, c'est d'abord pour permettre à tout le monde d'accéder à l'emploi, et donc pour lutter contre le chômage en Europe, ce qui semble extrêmement généreux. Il y a un petit hic, un petit souci, c'est que quand vous allez gratter les documents en question de la Commission européenne, que vous trouvez les sources, les références, vous tombez sur un texte qui avait été publié, enfin qui a été fait à la demande de la Commission, publié par la London School of Economics, et dans lequel on lit ceci. J'espère le retrouver. Si je ne le retrouve pas, je vais vous le dire de mémoire, tant pis. La London School of Economics dit ceci. Quel sera l'impact de l'accès de tous à ces compétences de base? Le jour où tout le monde disposera de ces compétences de base, on fera pression sur les salaires de ceux qui aujourd'hui disposent déjà de ces compétences de base. Et ainsi, on augmentera, on améliorera la compétitivité des entreprises en Europe. En clair, ça ne crée pas d'emploi. Permettre à tout le monde d'avoir les compétences de base, ça ne crée pas un emploi supplémentaire, mais ça augmente la compétition sur le marché du travail. Et en augmentant la compétition sur le marché du travail, on fait davantage pression sur les salaires, sur les conditions de travail, sur les lois sociales, et au solde de tout compte,
l'adéquation école-entreprise, donc la mise en adéquation des contenus ici par les compétences de base avec les attentes du marché du travail, ce n'est pas un facteur qui crée de l'emploi, mais c'est un facteur qui, en augmentant la compétitivité des entreprises, en augmentant la productivité des entreprises, leur permet de produire plus avec moins de main-d'œuvre. Et donc, au solde de tout compte, c'est un des facteurs qui contribue à diminuer l'emploi, à détruire de l'emploi en Europe et pas à en créer. Et dans les textes de référence de la Commission européenne, c'est mis, c'est écrit noir sur blanc, les économistes le disent et le démontrent. Mais ça, ce n'est pas repris dans les documents finaux qui sont adaptés, qui sont soumis au Parlement européen et que personne, apparemment, ne prend la peine d'aller lire ou que tout le monde semble ou fait semblant d'ignorer. La flexibilité a encore d'autres impacts. La flexibilité du marché du travail, de l'environnement économique et industriel. Là aussi, comme impact, qu'il ne faut pas seulement que les travailleurs soient adaptables et flexibles. Il faut aussi que le système éducatif soit adaptable et flexible. Et c'est la raison pour laquelle la table ronde européenne dès 89, la Commission européenne tout au long des années 90 ont plaidé pour une dérégulation des systèmes d'enseignement. L'abandon des systèmes gérés centralement par l'État. Pourquoi? Pour avoir des systèmes éducatifs qui puissent plus facilement, plus spontanément répondre aux attentes changeantes, aux demandes du marché du travail et aux demandes de l'environnement économique. Par exemple, l'OCDE écrit ceci: le système scolaire doit s'efforcer de raccourcir son temps de réponse en utilisant des formules plus souples que celles de la fonction publique. Même idée au niveau de la table ronde européenne des industriels, qui dit, je cite, « Ce que montre l'expérience, c'est que les systèmes les plus décentralisés, les systèmes d'enseignement les plus décentralisés, sont aussi ceux qui sont les plus flexibles, qui s'adaptent plus vite et permettent de développer de nouvelles formes de partenariat avec l'entreprise. » Donc, la dérégulation, la décentralisation, l'autonomie croissante des établissements scolaires que l'on observe dans tous les pays industrialisés, c'est bel et bien une conséquence, là encore, de cette demande d'adaptabilité, de flexibilité du système d'enseignement. Et enfin, dernier élément, je vous ai évoqué cette contradiction entre le besoin ou la demande d'adapter l'enseignement aux besoins de l'économie et d'autre part le déficit de moyens budgétaires pour le faire de façon quantitative. Eh bien, une autre conséquence de cette contradiction, c'est qu'il faut multiplier les méthodes pour assurer l'efficacité de l'enseignement au moindre coût. Et donc, il faut mettre en compétition, en concurrence les systèmes éducatifs et voir quels sont les systèmes d'enseignement qui arrivent aux meilleurs résultats tels que l'entendent la Commission européenne, l'OCDE, la Banque mondiale, etc., qui arrivent aux meilleurs résultats avec le moins de dépenses budgétaires possibles. Et c'est ça la fonction essentielle, bien sûr, de mécanismes d'évaluation comme les enquêtes PISA, au niveau international ou d'autres mécanismes d'évaluation propres à chaque pays pour mettre en compétition et comparer l'efficience des écoles et des professeurs entre eux. Voilà, je pense que j'ai déjà été très long et j'en arrive alors à quelques mots de conclusion. Je ne voudrais pas qu'on imagine, parfois au terme de mes conférences, il y a des gens qui lèvent la main et donc j'anticipe en disant « Oh là là, maintenant je suis complètement déprimé ». Mon but n'est pas de vous déprimer. Mon but n'est pas de dire « Voilà ». L'état actuel de l'éducation et la catastrophe est faite et il n'y a plus moyen de revenir en arrière ou il n'y a plus moyen d'aller dans une autre direction parce que ce n'est pas forcément le retour en arrière qui est la bonne solution, mais il n'y a pas moyen de faire autre chose que cette politique-là. Ce n'est pas ça mon discours. Mon discours, c'est de dire voilà l'évolution dans laquelle les systèmes éducatifs s'inscrivent pour l'instant. Mais c'est une évolution, c'est un processus qui est en cours. Le texte de Christian Morisson que Raphaël nous a lu en introduction montre bien qu'eux aussi doivent réfléchir à comment faire passer leur politique. Ça ne va pas tout seul. Il y a des résistances très fortes. Et en France en particulier, l'OCDE stigmatise très souvent la force de la résistance au changement émanant de la France. Moi, j'en suis très content de cette résistance au changement, en tout cas de la résistance à ce changement-là.
j'y puise une source non pas de découragement, mais d'espoir. Le fait qu'ils doivent, eux, faire preuve de tellement d'inventivité pour mettre en place leur politique montre bien que ça ne va pas tout seul et montre bien que nous avons, à contrario, des marges de manœuvre et de résistance. Et donc mon discours n'est pas un discours de défaitisme, mon discours est un appel à résister, un appel à ne pas aller et ne pas se laisser aller dans cette direction-là. Parce que, en revanche, si on ne résiste pas, alors, et ce sera le mot de la fin, et c'est l'OCDE qui dit ce mot de la fin, si nous ne résistons pas, alors, je cite, « les pouvoirs publics n'auront plus qu'à assurer l'accès à l'apprentissage de ceux qui ne constitueront jamais un marché rentable et dont l'exclusion de la société s'accentuera à mesure que d'autres vont continuer de progresser. » Alors, est-ce un ultime moment de lucidité ou le comble du cynisme? Je vous en laisse juge et je vous remercie et je m'excuse d'avoir été beaucoup trop long.